Et donc bienvenue pour ce nouveau segment, les histoires du Père Nelson. Novecento, pianiste. Un monologue. Courte biographie de l'écrivain. Écrivain et musicologue, Alessandro Baricco, aucune idée si je le prononce bien correctement, est né à Turin en 1958. Dès 1995, il a été distingué par le prix Médicis étranger pour son premier roman, Château de la colère. Avec SOIE, S-O-I-E, il s'est imposé comme l'un des grands écrivains de la nouvelle génération. Il collabore au quotidien La Repubblica et enseigne à la Scuola Holden, une école sur les techniques de la narration qu'il a fondée en 1994 avec des amis. Préface. J'ai écrit ce texte pour un comédien, Eugenio Allegri, et un metteur en scène, Gabriel Pachis. Ils en ont fait un spectacle qui a été présenté en juillet de cette année au festival d'Asti. Je ne sais pas si cela suffit pour dire que j'ai écrit un texte de théâtre, en réalité j'en doute. À le voir, maintenant sous forme de livre, j'ai plutôt l'impression d'un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie mise en scène et une histoire à lire à haute voix. Je ne crois pas qu'il y ait un nom pour des textes de ce genre. Peu importe. L'histoire me paraissait belle et valoir la peine d'être racontée. J'aime bien l'idée que quelqu'un la lira. Alessandro Baricco, septembre 1994. Ce qui est formidable, parce que ça correspond tout à fait au sens que j'en donne. Je ne l'ai jamais lu, pour info. Donc, voilà. Je vous propose un petit quart d'heure de récréation. Nous reprendrons à 17h30 les jeux vidéo. On va se mettre un petit minuteur canard de 15 minutes. Ça arrivait toujours à un moment. Ça arrivait toujours. À un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants, et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger, ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête, un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan, et il la voyait. Alors, il s'immobilisait. Là, sur place. Et son cœur battait à en exploser. Et à chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres. Et il criait « Adagio e lentissimo, l'Amérique ». Et puis il restait là, sans bouger. Comme s'il devait rentrer dans la photo, avec la tête du type qui se l'est fabriqué tout seul, l'Amérique. Le soir après le boulot, et des fois aussi le dimanche, son beau-frère l'a peut-être un peu aidé. Celui qui est maçon, un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc contreplaqué, et puis il s'est laissé entraîner et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non. Ni même une question de bonne vue, c'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours, dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs, ou du sang, ou je ne sais quoi. Et puis de là au cerveau, et puis sur la langue, et puis dans ce cri, il crie « L'Amérique !» Elle était déjà là. Dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière, l'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boudman, Teddy Lemon Novecento. Le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça. Ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils ne bougeaient pas. Mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre. Mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi. Jouer de la trompette. Alors quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs, avec ma trompette. Janvier 1927. Les musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là, à me fixer. Pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini, sans dire un seul mot, et puis il m'a demandé « C'était quoi ?» Merde, le feu est super fort, putain. Quel enfer!
Va te taire, toi. J'espère que j'ai paniqué. Au pire, je le ferai, c'est pas très grave. J'en étais où? Les musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là, à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini, sans dire un seul mot, et puis il m'a demandé c'était quoi? Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Mis à briller. Quand tu ne sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire, il avait une dent en or juste là. Tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ils en raffolent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes. Et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait. Et quelquefois, eux aussi y jouaient, avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser parce que si tu danses, tu ne meurs pas et tu te sens Dieu. Et on jouait du ragtime parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. Sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre. Le comédien sort de scène. Alors oui, je lis les... didascalies. Didascalies parce que je pense que c'est fait pour. À lire. Voilà. Je reprends. Nous sommes 4. Bienvenue, messieurs, dames, mademoiselles. Nous lisons Novecento pianiste d'Alessandro Barrico. Très court livre. Pendant encore 10 minutes avant de reprendre le jeu vidéo. Le comédien sort de scène. Commence alors une musique Dixie, très gaie et absolument idiote. Le comédien revient sur scène vêtu d'un élégant uniforme de jazzman de paquebot. À partir de ce moment, il se comporte comme si l'orchestre était physiquement sur la scène. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore et signori, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis. Le monsieur là-haut touche du bois, je le vois, bienvenue sur l'océan. Donc, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari. Vous aviez les créanciers aux fesses et vous êtes en retard de 30 ans sur la rue vers l'or. Vous vouliez visiter le bateau et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti. Vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes. En ce moment, votre femme elle est chez les flics. Elle dit pourtant c'était un type bien, tout à fait normal. 30 ans de carrière. Pas du tout, j'ai deviné. 30 ans de mariage et pas une dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien ficher ici à 300 000 de n'importe quel bon dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis. Pardonnez-moi madame, je plaisantais, ne vous inquiétez pas, ce navire file tel une boule de billard de l'océan. Tchac, plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et blop dans le trou New York. Orchestre au premier plan. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer que ce navire est à bien des égards un bateau extraordinaire, et tout compte fait, unique en son genre. Sous le commandement du capitaine Smith, claustrophobe notoire et homme d'une grande sagesse, vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage, travaille pour vous une équipe pratiquement unique de professionnels qui tous sortent de l'ordinaire. Paul Siesinski, notre pilote, ancien prêtre polonais sensitif, pranothérapeute, hélas aveugle. Bill Young, notre radio, grand joueur d'échecs, manchot et affligé de bégaiement. Notre médecin de bord, le docteur Klausermann Spitzwegendorf-Tag, pas très pratique en cas d'urgence. Mais surtout, Monsieur Pardin, notre chef cuisinier, arrivé directement de Paris, où il est cependant aussitôt reparti, après avoir constaté de visu que ce navire, par une curieuse circonstance, est totalement dépourvu de cuisine, comme l'avait d'ailleurs finalement remarqué Monsieur Camembert, cabine 12, qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trouvé dans son lavabo rempli de mayonnaise. Ce qui est surprenant car en général dans les lavabos nous rangeons les tranches de fromage, ceci en raison de la non-existence des cuisines, à laquelle il faut d'ailleurs attribuer l'absence sur ce navire de véritable cuisinier. Ce qui était sans doute possible, Monsieur Pardin, aussitôt reparti pour Paris, d'où il arrivait directement, persuadé de trouver ici des cuisiniers qui, reconnaissons-le, si l'on en tient au fait, n'y sont pas, et cela en raison d'un amusant oubli de l'homme qui a conçu ce navire, l'éminent ingénieur Camilleri, anorexique de réputation mondiale, auquel je vous demanderai de bien vouloir adresser vos applaudissements les plus chaleureux. La phrase la plus longue et la plus compliquée que j'ai eu à lire de toute ma vie. Orchestre au premier plan. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire et pas de cuisine. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds, et dans vos cœurs, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. Orchestre au premier plan. Le comédien présente les instrumentistes l'un après l'autre. À chaque nom succède un bref solo.
À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. Je pourrais jouer du ukulélé, mais ça niquerait tout. À la trompette, Tim Tooney. Trombone, Jill Jim Breath Gallup. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin au piano, Danny Boudman TD Lemon Novecento. Le plus grand. La musique s'interrompt brusquement, le comédien abandonne son tour de présentateur et tout en continuant de parler, enlève son uniforme de musicien. Il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique. Lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à jouer. Ok ? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Ça n'était plus là, définitivement. Danny Boudman, T.D. Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait... Tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches, même ma trompette. Je l'ai vendue, j'ai tout vendu. Mais cette histoire-là, cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue, elle est toujours là. Limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée, au beau milieu de l'océan, par le piano magique de Danny Boudman, T.D. Lemon Novecento. C'est un bon pseudo Twitch. Le comédien se dirige vers les coulisses. On entend l'orchestre qui recommence à jouer pour le final. Quand le dernier accord s'éteint, le comédien revient sur scène. Je vais boire un petit coup de flotte parce qu'il fait soif. C'est un marin appelé Danny Boudman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin alors que tout le monde était déjà descendu à Boston et il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas, il restait là sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les immigrants qui font ça en général, ils accouchent à la sauvette quelque part sur le pont et ils laissent le gosse là. Pas qu'ils soient méchants, non. Mais c'est la misère noire. Un peu comme leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés au cul, chacun avec ses habits qui craquaient de partout. Les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre tous bien habillés, avec même une cravate, les hommes et les enfants, des genres de chemises blanches. Ça, ils savaient y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait, et à la fin du bateau, tu ne retrouvais même plus un rideau, plus un drap. Rien. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique, et à toute la famille. Tu pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus... Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus un mouflet, autrement dit une bouche de plus à nourrir pour un immigrant et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors il le laissait sur le bateau. En échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement, si on le laisse sur le piano à queue, dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un Rupin va le prendre et qu'il en sera heureux toute sa vie. C'est un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. Bon bref, le vieux Boudman le trouva là, et chercha quelque chose, disant qu'il est... Cherchant quelque chose... Bon bref, le vieux Boudman le trouva là, et chercha quelque chose, disant qui il était. Mais il ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue. T.D. Lemony. T.D. Lemony. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron. Bleu lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie, un géant d'homme. Magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon !» Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha. Quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que T.D., ça voulait dire évidemment « Thanks, Danny ». Merci, Danny. C'était absurde, mais il y croyait. Ce môme, on l'avait laissé là pour lui. Il en était sûr. T.D. Thanks, Danny. Un jour, quelqu'un lui apporta un journal où il y avait une réclame et un type avec une tête d'imbécile et des moustaches fines, genre Latin Lover, et un citron gros comme ça dessiné, et ce qu'il y avait décrit à côté,
C'était Tano D'Amato, le roi des citrons, Tano D'Amato, le citron des rois. Avec je ne sais quel certificat, ou premier prix ou quoi. Tano D'Amato, le vieux Boonman. Il a pas fait un pli. C'est qui ce PD, il a dit. Et il s'est fait donner le journal parce qu'à côté de la réclame, il y avait des résultats des courses. Il n'y jouait pas aux courses, c'était les noms des chevaux qui lui plaisaient. Seulement ça, c'était une vraie passion. Il te disait toujours, écoute celui-là, écoute, il a couru hier à Cleveland, écoute, ils l'ont appelé cherche embrouille. Non mais tu te rends compte, c'est pas Dieu possible. Et celui-là, regarde, peut mieux faire, c'est pas à crever de rire. Il aimait ça les noms des chevaux, c'était sa passion. Lequel avait gagné, il s'en tamponnait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Et cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom, Danny Boodman. La seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Puis il a ajouté T.D. Lemon, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton, parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Imagine. Au milieu de son nom. Tous les avocats, ils en ont, confirma Burry Bum, un machiniste qui avait fait de la prison grâce à un avocat qui s'appelait John P.T.K. Wonder. S'il fait avocat, je le tue, déclara le vieux Woodman. Mais il lui laissa les deux initiales à l'intérieur de son nom, ce qui donna Danny Boodman T.D. Lemon. C'était un beau nom. Ils se l'étudièrent un peu, en se le répétant à voix basse, le vieux Danny et les autres, en bas dans la salle des machines, mais les machines éteintes, tout ça trempant dans l'eau du port de Boston. Un beau nom, finit par dire le vieux Boodman. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un grand final. C'était vrai. Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter mardi, dit Sam Tull, qui était serveur. Tu l'as trouvé un mardi, t'as qu'à l'appeler mardi. Danny réfléchit un peu, puis il sourit. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler... Ah, c'est terminé. On va l'appeler Novecento. C'est beau de finir maintenant. On a la raison de son appel. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler Novecento. 1900. Novecento? 1900. Mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento. C'est parfait. C'est magnifique. Un sacré grand nom, Christ. Vraiment, un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde.